On attaque maintenant le dernier critère de la certification Calliope avec les 3 derniers indicateurs. Indicateur 30 sur la satisfaction, 31 sur la gestion des dysfonctionnements et le 32 sur l'amélioration continue. Pour rappel, donc là on est dans une série de vidéos explicatives sur tous les indicateurs Calliope, uniquement pour les actions de formation. Tout ce qui concerne la VAE, les bilans de compétences, les actions de formation par apprentissage ou certifiantes, vous retrouverez directement ces informations sur le site certiformat.fr. Voilà pour cette introduction. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement le guide Calliope, voir ce qui est demandé pour cet indicateur 30. En description, donc dans le cadre bleu, le prestataire recueille les appréciations de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les bénéficiaires, les apprenants, les financeurs, les équipes pédagogiques et les entreprises concernées. Donc là, on voit rapidement qu'il y a pas mal de choses à faire. Il faut envoyer des questionnaires de satisfaction à au moins ou à au plus 4 personnes, apprenants, financeurs, donc ça peut être un OPCO, ça peut être l'entreprise qui finance, les équipes pédagogiques, donc les formateurs et les entreprises concernées. Donc si vous avez une entreprise qui envoie un de ses salariés et qui paye lui-même la formation, l'entreprise et le financeur, c'est plus ou moins la même personne, et le bénéficiaire qui fait partie de l'entreprise. Donc voilà, on va essayer de jouer avec ça pour que ce soit le plus simple possible, parce que ça peut rapidement être compliqué, comme on vient de le voir. Niveau attendu, démontrer la sollicitation des appréciations à une fréquence pertinente, incluant des dispositifs de relance et permettant une libre expression. Donc, encore une fois, vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire sur cet indicateur 30 et on va essayer de simplifier au maximum. Pour la non-conformité, on est sur une non-conformité mineure. Peu importe, on va essayer de travailler cette partie-là comme les autres pour ne pas avoir de non-conformité. Obligations spécifiques pour les bilans de compétences, ça ne nous intéresse pas. Bilan de compétences, ça ne nous intéresse pas. Exemple de preuve, donc des enquêtes de satisfaction, des questionnaires, des comptes rendus d'entretien, des évaluations à chaud et ou à froid, l'analyse et le traitement des appréciations formulées par les parties prenantes, des webinaires, des entretiens. Donc on voit c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est un indicateur qui a beaucoup bougé sur la dernière version du référentiel. Pourquoi ? Parce qu'avant, il fallait envoyer un questionnaire de satisfaction obligatoirement aux OPCO. En fait, les OPCO, ils ne répondaient pas parce qu'ils avaient beaucoup trop de sollicitations. Donc, ils ne répondaient pas et tout le monde le savait. Donc, on envoyait un mail en sachant qu'on n'allait pas recevoir de réponse. Donc, c'était totalement stupide. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de changements sur cet indicateur 30. Nota bene, donc les modalités de recueil peuvent être différentes selon la partie prenante. La sollicitation des appréciations des financeurs n'est pas exigée à la fin de chaque prestation, mais doit être effectuée au moins une fois par an ou selon les modalités précisées par le financeur. Donc ça, c'est ce que je vous disais, les financeurs ne répondaient pas aux questionnaires de satisfaction. Donc ils ont un petit peu changé. Maintenant, on peut suivre des webinaires pour récolter un petit peu ce qu'ils attendent et ça fait office d'élément de preuve pour la partie financeur pour cet indicateur 30. Sous-traitance, cadre bleu le dernier. Lorsque la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle l'organisme intervient en sous-traitance, le prestataire recueille l'appréciation des bénéficiaires et de son donneur d'ordre sur la prestation réalisée. Donc là, en tant que sous-traitant, vous devez envoyer un questionnaire de satisfaction pour le donneur d'ordre, également pour le bénéficiaire, mais aussi pour le donneur d'ordre. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Si on revient sur la présentation, donc on va essayer de voir ça en détail. Donc en termes d'introduction, comment mesurer la satisfaction ? Donc il est possible de mesurer la satisfaction à travers des enquêtes de satisfaction, des entretiens qualitatifs. Donc nous, on va plutôt se focaliser sur des questionnaires de satisfaction, des enquêtes de satisfaction. C'est plus simple, c'est plus rapide et forcément, c'est plus intéressant pour nous. Cela peut se faire à chaud ou à froid. Donc à chaud directement après la formation, à froid une fois la formation terminée, 1 mois, 2 mois après la formation, la fin de formation. C'est pas obligatoire. Ce qu'on nous demande, c'est de récolter la satisfaction. Donc si on le fait que à chaud,
c'est suffisant, mais on pourrait imaginer pour un apprenant, par exemple, de mesurer une première fois la satisfaction juste à la fin de formation et de renvoyer un questionnaire 1, 2, 3 mois après pour savoir si ce qu'il a appris en formation, il a bien réutilisé dans son emploi, par exemple. Quelles variables pour mesurer la satisfaction? Donc, on peut utiliser les CSAT, ou le Customer Satisfaction Score, qui mesure la satisfaction globale du client. Par exemple, dans le questionnaire de satisfaction, on pourrait inclure une question comme « Globalement, êtes-vous satisfait de ?» avec une échelle très satisfait, plutôt satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait. On évite d'avoir un nombre impair de propositions. Sinon, on a beaucoup de 3 sur 5. Et comment on l'interprète, eh ben, on ne sait pas quoi en faire. Donc, le mieux, c'est soit d'avoir une réponse plutôt positive ou très positive, un peu négative ou très négative. Donc, une échelle paire, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, on retrouve bien 1, 2, 3, 4 propositions. On pourrait aussi avoir une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de satisfaction sur X. Bon, quand on est sur 10, généralement, on n'a pas de réponse à 5. On peut avoir 6, 7, 8, 9, 10, à part ça s'est mal passé, bien évidemment. Mais quand on est sur une échelle de 1 à 10, là, on peut avoir quelque chose voilà, d'un peu moins précis que la première proposition avec seulement 4 propositions. Point important, mais sur ce type de réponse-là, la satisfaction, on n'est pas obligé d'avoir 10%. On pourrait se dire, nous, quelqu'un qui répond 8 ou 9 ou 10, on considère qu'il est satisfait. Donc, si tout le monde à cette question répond 8 sur 10, c'est-à-dire qu'on a 100% de clients satisfaits. Donc ça, c'est important parce qu'on le retrouve dans les questionnaires, dans les indicateurs de performance, indicateur 2. On nous demande des indicateurs de performance. Là, on en a un, la satisfaction client. Donc, pensez bien à ça. Soit vous traitez ce chiffre-là comme une moyenne. On a eu 8,4 sur 10 de moyenne à la satisfaction. Ou alors, vous considérez que 8 ou 9 ou 10, les clients sont satisfaits. Donc, vous avez 100% de clients satisfaits. Tant que ça reste correct, il n'y a pas de souci. Forcément, si vous dites, nous, à partir de 5, ils sont satisfaits, on considère qu'ils sont satisfaits, bon, là, c'est un peu plus discutable. Mais 8, 9, 10, c'est parfaitement entendable. Vous pouvez utiliser aussi le NPS, le Net Promoter Score, qui mesure la dimension affective et comportementale de la satisfaction client. Il évalue la propension des clients à recommander la marque ou ses produits-services. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez avoir une première question sur le niveau de satisfaction et une deuxième question plutôt sur la dimension affective. Par exemple, on peut avoir sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre formation à vos proches. Donc, le NPS, c'est important parce que ça permet d'identifier ces promoteurs, c'est-à-dire ceux qui ont adoré la formation. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez mettre en place des actions pour en faire des ambassadeurs de la marque ou alors leur proposer d'autres formations puisqu'ils ont apprécié. Ou au contraire, vous allez pouvoir identifier facilement les détracteurs et ainsi voir ce qu'ils ont à dire et réfléchir à des pistes d'amélioration. Donc, c'est bien de s'appuyer sur ce qui a fonctionné, c'est aussi bien de s'appuyer sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur les commentaires négatifs parce que ça vous permet de procéder à de l'amélioration continue. Concernant le NPS, comment on le calcule? On obtient le NPS en soustrayant le pourcentage de détracteurs, donc qui ont répondu de 0 à 6, au pourcentage de promoteurs, ceux qui ont répondu de 9 à 10. Un Net Promoter Score positif est considéré comme indication d'une bonne satisfaction des clients. Donc, si vous avez 10% de promoteurs et 5% de détracteurs, vous avez un Net Promoter Score de 5. Et ça, c'est un très bon score. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans vos questions de satisfaction et que vous pouvez réutiliser indicateur 2 pour vos indicateurs de performance. De qui doit-on mesurer la satisfaction? Donc ça, on l'a vu, il y a 4 parties prenantes. Les bénéficiaires, c'est-à-dire les apprenants, les financeurs, les équipes pédagogiques, c'est-à-dire les formateurs, et enfin, les entreprises. Vous pouvez regrouper plusieurs parties prenantes dans un seul et même questionnaire. Donc ça, c'est important parce que si vous formez un bénéficiaire ou une personne, un auto-entrepreneur,
qui paye lui-même sa formation, bah, il va être et bénéficiaire, et entreprise, et financeur. Donc, vous n'allez pas envoyer 3 questionnaires de satisfaction différents. Ça fait pas de sens. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer un seul et même questionnaire et diviser 3 parties différentes. Comme ça, c'est beaucoup plus léger pour la personne qui y répond. Et comme ça, vous, pour Calliope, vous avez bien tout. Vous avez un questionnaire ou une partie des questions pour les bénéficiaires, pour le financeur et pour l'entreprise. Vous pouvez également mesurer plusieurs fois la satisfaction pour la même partie prenante. Donc ça, c'est ce que je vous disais. C'est pas obligatoire, mais vous pourriez avoir, par exemple, pour les bénéficiaires, un questionnaire de satisfaction que vous envoyez juste à la fin de formation pour savoir un petit peu comment ça s'est déroulé, et puis de renvoyer un autre questionnaire 2-3 mois après la fin de formation pour savoir si les compétences qu'il a acquises durant la formation, est-ce qu'il a été en capacité de les réutiliser, voilà. Donc l'objectif est un peu différent. Bien évidemment, le questionnaire que vous envoyez juste en fin de formation ou que vous faites remplir le dernier jour de formation, vous allez avoir beaucoup plus de réponses que le questionnaire que vous envoyez 3 mois après où l'apprenant est déjà parti sur un autre projet où voilà, il n'a plus la formation en tête. Mais ça peut être intéressant d'envoyer 2 fois ou 2 questionnaires différents à la même partie prenante. Les évaluations des acquis ne sont pas un élément de preuve probant pour cet indicateur. Donc ça, c'est ce qui était marqué dans l'ancien référentiel. Là, on s'intéresse uniquement à l'évaluation de la satisfaction, pas des compétences. Les compétences, c'est indicateur 11, ça n'a rien à voir. Là, on parle uniquement de la satisfaction. Les modalités de recueil peuvent être différentes selon les parties prenantes. Donc ça, c'est important aussi. On peut avoir des questionnaires de satisfaction pour les apprenants, pour les formateurs, pour les entreprises. Et puis pour le financeur, ça peut être un webinaire comme on l'a vu juste avant. Vous pouvez créer des Google Forms pour vous décharger de cette partie-là. Donc moi, c'est vraiment ce que je recommande. D'ailleurs, on le verra dans la partie recommandation. Utilisez au maximum des Google Forms. Vous envoyez le lien à la partie prenante, il y répond et tout se calcule automatiquement. Si vous faites par papier, par exemple la moyenne de la satisfaction, vous allez devoir calculer par vous-même. Évitez-vous ce travail-là avec des outils qui sont gratuits, qui sont bien faits. Ça peut être Google Form qui est gratuit, qui n'est pas forcément le plus joli, on ne va pas se mentir. Il y a aussi Typeform par exemple qui existe, qui est beaucoup plus cher, mais qui est aussi visuellement beaucoup plus agréable. À vous de trouver le bon outil par rapport à ce que vous souhaitez faire, mais enfin, dans tous les cas, utilisez ce genre d'outil parce que sinon vous allez perdre du temps inutilement. Tableau de synthèse de la satisfaction. Donc là, on retrouve tout ce qui est demandé dans cet indicateur 30. Donc, on retrouve bien, première colonne, toutes les parties prenantes. Bénéficiaires, donc les apprenants, financeurs de la formation, les entreprises et les équipes pédagogiques, c'est-à-dire les formateurs. Il faut récolter leur satisfaction. Donc, ça peut être à travers un questionnaire de satisfaction. Ça peut être aussi à travers un webinaire pour les financeurs, puisqu'encore une fois, ils ne vont pas répondre si vous envoyez un questionnaire de satisfaction. Donc, ma recommandation, c'est le webinaire, c'est de suivre un webinaire. Pour ça, vous avez réalisé votre veille de toute façon. Donc, vous savez quand ont lieu les prochains webinaires des OPCO. Donc, tout se fait naturellement. Envoi, donc ça, vous devez l'envoyer à une fréquence pertinente. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer après chaque fin de formation. Ça peut être le cas pour le bénéficiaire. Pour le financeur, ça peut être qu'une fois par an. Si vous travaillez toujours avec les mêmes OPCO, une fois par an, vous suivez le webinaire. C'est suffisant. Entreprise, ça peut être fin de formation. Si vous travaillez toujours avec la même entreprise, peut-être que fin de formation, à chaque fin de formation, c'est peut-être pas utile. Peut-être vous pourriez l'envoyer tous les 6 mois ou une fois par an. À vous de voir. Équipe pédagogique, pareil, vous n'êtes pas obligé d'envoyer un questionnaire de satisfaction ou de mesurer la satisfaction après chaque fin de formation. Si vous êtes formateur indépendant, une fois par an, c'est suffisant. Si vous utilisez toujours, ou si vous faites appel toujours au même formateur, tous les 6 mois, tous les ans, c'est largement suffisant. Et c'est pour ça que cette satisfaction des équipes pédagogiques, on pourrait le regrouper aussi avec l'indicateur 21 sur la mesure des compétences, sur l'évaluation des compétences. Se dire, première partie, qu'est-ce que vous avez fait cette année? Est-ce que parmi les formations que vous avez dispensées, vous êtes satisfait, vous avez des choses à revoir? Et avec ça, indicateur 22, on développe les compétences. Donc, vous pourriez faire de l'indicateur 21 et l'indicateur 30 pour les équipes pédagogiques un seul et même travail. Ça, on en reparle, on en a déjà reparlé dans l'indicateur, dans la vidéo de l'indicateur 21.
Il faut procéder à une relance si vous n'avez pas de retour. Donc là, j'ai mis J+7 pour le webinaire, c'est peut-être pas nécessaire puisque logiquement, vous allez voir le webinaire. Si vous envoyez un questionnaire de satisfaction pour les financeurs, il faut quand même procéder à une relance. Je pense que J+7, c'est pas mal en termes de date. Avant, c'est peut-être un peu trop tôt. Et puis, si à J+7, ils n'ont toujours pas répondu, ils répondront pas à J+14. Donc, je pense que J+7, c'est pas mal en termes de temporalité et la libre expression. Donc, veillez bien sur chacun des questionnaires à ce qu'il y ait une zone de libre expression. Pas uniquement orienter vos questions avec des oui/non, mais aussi laisser un endroit où les parties prenantes peuvent s'exprimer librement. Les documents du pack Certiformat qui vont pouvoir vous aider à répondre à cet indicateur 30. Donc là, il y a pas mal de choses. Process satisfaction. Vous avez un process satisfaction. Vous avez le document de synthèse aussi qui vous permet de répondre facilement à l'audit, le jour de l'audit à cet indicateur 30. Vous avez des mails types qui sont envoyés avec les questionnaires de satisfaction. J'ai mis x4, mais il y en a un petit peu plus. Et vous avez surtout les questionnaires de satisfaction. Donc vous en avez 7 parce que vous avez bénéficiaire à chaud, à froid, vous avez financeur, vous avez entreprise à chaud, vous avez un questionnaire pour le donneur d'ordre, et vous en avez 2 autres aussi, des questionnaires à froid. Si j'en ai mis un pour les employés, donc qui n'est pas forcément demandé pour Calliope, mais je me suis dit, tiens, c'est important pour la satisfaction des employés de mettre un questionnaire justement là-dessus. Donc vous voyez que dans le pack de documents, bien évidemment, il y a un focus sur Calliope qui représente 95% des documents, mais j'ai aussi essayé de mettre des documents qui permettent d'améliorer le fonctionnement de votre entreprise et pas uniquement de l'organisme de formation. Donc pas mal de choses dans ce pack de documents que vous pouvez retrouver sur mon site certiformat.fr. Pour résumer sur cet indicateur 30, donc vous devez démontrer la mise en place d'un système de collecte, donc l'envoi de questionnaires de satisfaction ou aller voir des webinaires pour le financeur si vous travaillez avec des OPCO, de toutes les parties prenantes, bénéficiaires, financeurs, équipe pédagogique, donc les formateurs et les entreprises. Vous devez les envoyer à une fréquence pertinente, donc ça ne veut pas dire en fin de formation obligatoirement, vous pouvez changer la fréquence, incluant des dispositifs de relance. Donc, vous envoyez un questionnaire, vous n'avez pas de retour, vous procédez à une relance. Si vous n'avez pas de retour, vous ne pouvez rien y faire. Si la personne n'a pas envie d'y répondre, elle n'y répondra pas. Mais au moins, vous devez montrer que vous avez procédé à une relance. Et enfin, permettant une libre expression, c'est-à-dire que sur chacun des questionnaires, si vous envoyez des questionnaires, on doit retrouver une partie où la partie prenante peut écrire librement ce qu'elle souhaite. Pensez aux éléments de preuve pour l'audit. Ça, c'est tous les questionnaires que vous envoyez. Donc, le questionnaire complété, c'est un élément de preuve. Le mail que vous avez envoyé, la relance, tout ça, ce sont des éléments de preuve. Donc, beaucoup de choses pour cet indicateur 30, mais qui se traitent assez facilement quand même. Mes recommandations par rapport à cet indicateur, réaliser une fiche synthèse pour l'audit. Donc ça, vous retrouvez directement dans le pack. Ça vous permet de voir rapidement et de répondre rapidement à ce qui est attendu. Automatiser cet indicateur. Ça, on a déjà parlé indicateur 9, mais tout ce que vous faites, surtout sur cette partie-là, utilisez un parcours d'email. Vous savez que la formation, elle se termine le 14 novembre. Vous savez que le 15 novembre, hop, il y a un mail automatique qui part, que si pas de retour, J+7, il y a un mail, un mail de relance qui repart aussi. Tout ça, ça prend du temps au départ à automatiser, mais croyez-moi, quand c'est bien fait, vous n'avez plus rien à penser par la suite, tout s'envoie automatiquement. Donc, automatisez vos process, utilisez Google Form, un petit lien que vous mettez dans le mail, la partie prenante y répond, tout se calcule automatiquement derrière. Et croyez-moi, si vous organisez plusieurs formations par mois, tout le temps que vous allez économiser rien que sur la partie formation, sur la partie satisfaction, vous allez me remercier, croyez-moi. Intégrer différentes possibilités d'indicateurs de résultats. Donc ça, dans les questionnaires, posez des questions qui sont un petit peu orientées, qui vous permettront, si les réponses sont bonnes, de les réutiliser en indicateur de résultats, indicateur 2, et que vous mettrez ensuite sur votre site internet
taux de satisfaction, le CA, le chiffre d'affaires généré après la formation. Tout ça, vous pouvez le mettre en question sur le questionnaire de satisfaction et ça vous permettra, encore une fois, d'utiliser ces résultats pour les indicateurs de résultats. Indicateur 2. Utilisez des fréquences différentes selon les parties prenantes. N'envoyez pas les questionnaires après chaque fin de formation automatiquement, surtout si vous travaillez avec les mêmes apprenants, surtout si vous travaillez avec les mêmes financeurs ou avec les mêmes entreprises ou avec les mêmes formateurs. Utilisez des fréquences différentes, pertinentes, pour éviter de spammer toutes les parties prenantes. Voilà pour ce gros morceau sur les indicateurs, sur la satisfaction, indicateur 30. Il nous reste 2 indicateurs qui sont plutôt rapides. Le 31, les dysfonctionnements, le traitement des dysfonctionnements, et le 32 sur l'amélioration continue. Et une fois qu'on aura vu ces 2 derniers indicateurs, on sera normalement prêt pour l'audit Calliope, l'audit initial Calliope. On voit ça dans les 2 prochaines vidéos.